Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un sujet très intéressant des Olympiades de mathématiques sur une équation trigonométrique. Mais ici, on va résoudre cette équation dans l'ensemble grand N. Il s'agit de déterminer tous les entiers naturels vérifiant cette relation-là. Avant de commencer, je voulais vraiment vous inviter, d'accord, à aimer cette vidéo parce que YouTube fonctionne, d'accord, par rapport aux j'aime, d'accord. Ça permet à YouTube de proposer notre vidéo à d'autres personnes. Et si vous découvrez notre chaîne, c'est parce que quelqu'un l'a aimé. Voilà pourquoi vous l'avez découvert, d'accord. Donc, on vous invite également à aimer cette vidéo pour permettre à YouTube de suggérer notre vidéo à d'autres personnes. Nous vous remercions, d'accord, pour votre gentillesse. Donc, pour résoudre cette équation, nous allons utiliser une méthode qui n'est pas classique, mais qui est très rigoureuse, d'accord, qui va nous permettre de voir d'autres moyens de faire les choses. N'hésitez pas en commentaire si vous avez une méthode classique à nous proposer. Merci. Allons-y. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais essayer de poser UN égale cosinus de pi divisé par n, cosinus de 2pi divisé par n, cosinus de 3pi divisé par n. Donc ici, le n est bien entendu supérieur ou égal à 1 parce qu'on ne peut pas prendre, le n ne peut pas prendre la valeur 0. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses que nous allons faire, c'est de regarder la condition sur n pour que ceci, pi sur n, 2pi sur n et 3pi sur n, d'accord, soit dans l'intervalle 0, pi demi. Pourquoi? Parce que le premier, d'accord, quand vous travaillez avec la trigonométrie, vous savez que la mesure principale, c'est entre moins pi, pi, d'accord, mais on ne peut pas prendre ici, d'accord, on ne peut pas demander que ceci prenne des valeurs dans l'intervalle moins pi 0, parce que ces valeurs-là, d'accord, vous savez que ce sont des quantités positives. Maintenant, si nous restons maintenant dans l'intervalle 0 pi, d'accord, vous voyez que cosinus, d'accord, ces signes-là ne sont pas, disons, constants, c'est-à-dire que de 0 à pi demi, cosinus est positif. De pi demi à pi, d'accord, cosinus est négatif. Je peux faire un petit cercle trigonométrique pour vous montrer très rapidement. D'accord, tout le monde sait que ici, cosinus est positif, mais de l'autre côté, d'accord, le cosinus est négatif. Donc, il y a une sorte de dispersion, d'accord, de signes. Donc, nous allons rester dans le premier cadran, dans l'intervalle 0, pi demi, pour voir ce qui se passe, d'accord, avec notre suite qu'on vient de définir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons chercher n pour que 0 soit plus petit que pi sur n, plus petit que pi demi. En même temps, nous voulons que 2pi sur n soit entre 0 et pi demi. Et tertio, nous voulons que 3pi sur n également soit entre 0 et exactement pi sur 2. Donc, nous allons traiter d'abord ce problème-là. Regardez, pour quelle valeur de n nous sommes, les trois arguments que vous voyez ici, d'accord, sont entre 0 et pi demi. Et en même temps, nous avons le sens de variation que nous connaissons très bien sur l'intervalle 0 pi demi qui va certainement nous aider. Allons-y. Dans cet intervalle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que, donc je peux d'abord simplifier les pi si vous voulez très bien. Ça vous donne 0, plus petit que 1 sur n, plus petit que 1 sur 2. De l'autre côté, nous avons 0, plus petit que 2 sur n, plus petit que 1 sur 2. Et tertio, nous avons 0 plus petit que 3 divisé par n, plus petit que 1 divisé par 2. Et donc ici, qu'est-ce que nous obtenons? Nous avons premièrement que le n est plus grand que 2 quand nous prenons ceci. D'accord? Le n va être plus grand que 2. On fait la même chose ici, d'accord, pour la deuxième inégalité, d'accord?
nous avons que le n sur 2 va être plus grand que 2. Et si nous prenons la troisième inégalité, nous avons n sur 3 qui va être plus grand que 2. Par conséquent, nous avons le n qui est strictement supérieur à 2, le même n qui est strictement supérieur à 4 et le même n qui va être strictement supérieur à 6. Donc en réalité, il suffit que le n, d'accord, soit, si vous voulez, strictement supérieur à 6 si nous regardons l'intersection de ces trois machins. Et donc, qu'est-ce que nous allons conclure? Nous allons conclure tout simplement que pour tout n, puisque le n est strictement supérieur à 6, ça veut dire que pour tout n supérieur ou égal à 7, nous avons pi divisé par n, 2pi divisé par n, 3pi divisé par n. Ces trois machins que nous sommes en train de voir là sont entre 0 et, d'accord, pi sur 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je n'ai pas encore de méthode, d'accord, je peux commencer par regarder ce qui se passe pour n égale à 7. D'accord, n'oubliez pas, quel est notre problème? Le problème que nous voulons résoudre, c'est de regarder tous les entiers naturels tels que un que nous avons posé au tout début soit égal à 1 sur n plus 1. Il faut très bien remarquer le n qui est ici, c'est le même n qui doit être de ce côté-là, avant de parler de solution. Donc, le n va être solution s'il est un entier naturel et qui vérifie la relation un égale 1 divisé par n plus 1. Très important. Donc, je vais essayer de regarder d'abord, puisque je n'ai pas encore de méthode, d'accord? Je vais essayer de regarder ce qui se passe avec n égale à 7. Pour n égale à 7, je vais calculer U7 et vérifier si U7 est égal à 1 sur 6 plus 1. Donc, si nous avons U7 qui est égal à 1 sur, d'accord, 6 plus 1, et pardon, oui, 7 plus 1, pardon, U7 doit être égal à 1 sur 7 plus 1. Le n qui est ici doit se répéter là. Ok, donc nous allons voir. Puis après, nous allons regarder le comportement, ce qui se passe lorsque le n est strictement supérieur à 6, c'est-à-dire supérieur ou égal à 7, et voir ce qui se passe. Puis après, on va regarder ce qui se passe pour les n très petits, c'est-à-dire 1, 2, 3, c'est des petites valeurs qu'on va regarder tout simplement. Ok, c'est quoi U7 par définition? U7 par définition, ce n'est rien d'autre que le cosinus de pi divisé par 7, cosinus de 2pi divisé par 7, et puis le cosinus de 3pi divisé par 7. En réalité, ce que nous voyons là, c'est quelque chose qu'on peut calculer. D'accord? Il n'y a pas de souci, on peut utiliser plusieurs méthodes. Mais moi, je vais vous montrer une méthode plutôt géométrique, d'accord, qui nous permettra de calculer tout simplement ce que nous voyons là. Quelle est cette méthode? Nous allons essayer de regarder la chose suivante. Donc, on se concentre au maximum pour voir ce que je vais faire. Je vais essayer de construire un triangle. Je vais faire un peu la géométrie. D'accord? Je vais prendre ici BC. Je l'appelle juste 1 cm. Bien 1 tout simplement, si vous voulez. D'accord? Et puis, je vais essayer de construire avec mon rapporteur. D'accord? Je vais prendre l'angle ici, égal à 3pi sur 7. Et puis, je prends également 3pi sur 7 ici parce que je veux un triangle qui va être isocèle. Également 3pi sur 7. D'accord? Et donc, j'ai mon triangle qui est isocèle, d'accord, en A. Et puisque nous avons 3pi sur 7 ici, 3pi sur 7 de l'autre côté, pour avoir un triangle, disons, isocèle, d'accord, il faudrait que 3pi sur 7, on va calculer l'angle manquant, d'accord, c'est-à-dire la mesure de l'angle manquant. Donc, ça va être 3pi sur 7 plus 3pi sur 7 plus la mesure de l'angle manquant, d'accord, ça va être exactement pi. Donc, on calcule, ceci nous donne exactement 6pi sur 7 plus alpha, qui nous donne exactement pi. Donc, tout le monde est d'accord que alpha va être exactement pi divisé par 7. Donc, l'angle manquant ici, c'est exactement pi sur 7. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici maintenant? Nous savons que cette longueur-là, ça va être exactement ça. Et je peux l'appeler juste A.
je ne connais pas l'angle et la mesure, pardon. Je peux l'appeler juste A. On se concentre au maximum parce que c'est de la géométrie que nous allons exploiter pour calculer ça. D'accord? Maintenant, je vais essayer maintenant de piquer ici. Parce que là, j'ai 3 pi sur 2. Et 3 pi sur 7, pardon. Je peux avoir 3 et 2 pi sur 7 parce que c'est le seul angle que je n'ai pas encore touché. D'accord? C'est ici exactement. J'ai déjà touché les deux autres. Donc, je vais essayer de piquer ici 2 pi sur 7. Donc, je divise ça par 3. Puis, je pique 2 pi sur 7. Donc, si je pique ça, concentrez-vous au maximum. J'obtiens un autre point ici que je peux appeler, si vous voulez, le point D, par exemple. D'accord? Mais je sais qu'ici, c'est 2 pi sur 7. Ce que je viens de piquer là, c'est 2 pi sur 7. Donc, ça veut dire que ce qui manque ici, ce qui reste ici, parce que le toto, tout ce qui est ici, c'est 3 pi sur 7. Je viens de récupérer 2 pi sur 7. Ça veut dire que l'angle manquant ici, c'est 2 pi sur 7. Et c'est pi sur 7, 1 pi sur 7, d'accord? Comme c'est 1 pi sur 7, tout le monde sait que vous avez ici 1 pi sur 7. Ici également, vous avez 1 pi sur 7. Automatiquement, le triangle que vous voyez ici est un triangle qui est isocèle. Parce que vous avez deux angles, d'accord, qui sont de même mesure. Donc, le triangle est isocèle en D. D'accord? On peut déjà commencer par placer quelque chose en disant que nous avons la mesure de l'angle qui est ici. Ne regardez pas la construction, d'accord, pour constater que la construction que je suis en train de faire ne correspond pas effectivement à ce que... Mais quand vous regardez les mesures que nous sommes en train de prendre, on a un triangle isocèle de sommet D. D'accord? Et donc, nous pouvons également faire autre chose. Nous savons que ceci, c'est 2 pi sur 7. Ici, c'est 3 pi sur 7. D'accord? Et donc, on peut calculer l'angle qui est ici. D'accord? On peut le faire très rapidement. D'accord? Et puis, on peut constater que là, c'est exactement 2 pi sur 7. Ça, c'est un calcul très simple. Il suffit de faire 2 pi sur 7 plus 2 pi sur 7 plus 3 pi sur 7, ça donne pi. D'accord? Et donc, ici, l'angle qui est ici, c'est également 2 pi sur 7. Donc, je peux marquer ici 2 pi sur 7 très rapidement. Ça me permet de dire encore une fois que le triangle que vous voyez ici, là, c'est un triangle qui est isocèle également. Donc, comme c'est un triangle qui est isocèle, je peux marquer également les choses. Je peux faire ici ça et puis ça. D'accord? Donc, ici, on en déduit que l'angle et la mesure ici, c'est 1. Parce que c'est un triangle isocèle, d'accord, de sommet C. Ça veut dire que vous avez cette mesure qui est égale à cette mesure. Et donc, vous avez un triangle, deux triangles isocèles ici. Ça, c'est un triangle qui est isocèle. Ça aussi, c'est un triangle qui est isocèle. Maintenant, on se concentre au maximum, d'accord? Mais puisque c'est un triangle qui est isocèle, on peut faire de belles choses avec, d'accord? Mais ceci, par exemple, regardons ceci. Si je pique la médiane, tout ce que vous voulez, hauteur, d'accord? Parce que c'est un triangle qui est isocèle. Si je pique le milieu ici exactement, j'obtiens exactement un triangle qui va être rectangle. Parce que c'est un triangle qui est isocèle. Quand on quitte le sommet et on trace une médiane ou bien une hauteur, tout ce que vous voulez, ça va être en même temps la bisectrice, la médiatrice, ainsi de suite. Donc, vous obtenez un angle droit qui est ici. D'accord? Et donc, par conséquent, je peux me permettre de calculer, d'accord, le cosinus de l'angle qui est ici. D'accord? Donc, le cosinus de pi sur 7, d'accord, qui n'est rien d'autre que le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent ici, ça va être exactement ce côté-là. D'accord? Qui n'est rien d'autre que A divisé par 2. Donc, ça nous donne A divisé par 2. Le tout, d'accord, divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, je peux l'appeler par exemple, je ne sais pas, je peux l'appeler B ou C, peu importe, d'accord? Je peux l'appeler B tout simplement. J'appelle l'hypoténuse ici B. C'est de la géométrie, il faut se concentrer au maximum, d'accord, pour voir clairement ce qui se passe. Donc, je l'appelle ici B. Donc, ici, on obtient alors A divisé par 2B. Ça, c'est le cosinus de pi sur 7. Première des choses. On continue, d'accord? Donc, n'oubliez pas, si ceci est B, d'accord, du moment où le triangle est isocèle, d'accord, ceci, cette longueur que nous voyons tous, c'est également B, d'accord? Je rappelle juste ça. Maintenant, on va regarder maintenant cosinus de 2pi sur 7. On se concentre. 2pi sur 7, c'est quelque chose qui est devant nous, en face de nous ici. D'accord? C'est juste ce qui est ici. Donc, je fais la même chose en regardant un peu une médiane également. Parce que nous avons un triangle qui est isocèle en C, d'accord? Je peux également regarder la médiane qui va être en même temps
la hauteur qui va être en même temps, parce que le triangle est isocèle, qui va être en même temps, disons, médiatrice, bisectrice, tout ce qu'on sait, d'accord? Et puis, on peut calculer le cosinus également, qui est le côté, disons, adjacent, d'accord? Le côté adjacent ici, ça va être parce que l'hypoténuse ici, il faut bien faire la construction, vous allez voir que l'hypoténuse c'est ça. Et donc le côté adjacent, ça va être ça. Donc ça va être la moitié, d'accord, de B. Ça, c'est égal à ça. Parce que le triangle est isocèle, comme on vient de le dire. Donc la moitié, d'accord, de B. Donc la moitié de B, c'est B sur 2. D'accord, qu'on va maintenant diviser par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est ça, qui n'est rien d'autre que 1. D'accord, qu'on va diviser par 1. Et donc on obtient ici B sur 2. Il reste maintenant le cosinus de 3pi sur 7 qu'on va faire. On se concentre également au maximum. Donc quand je regarde très bien notre figure, d'accord, le cosinus de 3pi sur c'est cosinus en C en fait. D'accord. Mais si je regarde le grand triangle, le premier triangle de départ, je peux faire la même chose parce que le premier triangle de départ, c'est un triangle qui est isocèle également. Comme c'est isocèle, je peux faire la même chose. Donc j'obtiens ici, truc là, donc je peux calculer le cosinus de cet angle-là qui est 3pi sur 7. Son cosinus, ça fait le côté adjacent qui n'est rien d'autre que la moitié de ça. D'accord? Ça, c'est le côté qui est adjacent sur l'hypoténuse. D'accord? OK. Mais l'hypoténuse, c'est quoi ici? Donc, on se concentre. Je peux reprendre très rapidement. Donc, ici, je prends ceci. D'accord? Et donc, le côté adjacent, parce que ça, c'est l'angle. Le côté adjacent, ça va être ceci, qui n'est rien d'autre que la moitié de 1, qui est 1,5, divisé par, disons, cette longueur-là. D'accord? Cette longueur au départ, c'est égal à A. Donc, on a 1,5 divisé par A, ce qui donne 1 divisé par 2A. Donc, conclusion, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous pouvons calculer facilement le cosinus de pi sur 7, cosinus de 2pi sur 7 et cosinus de 3pi sur 7. Et donc, ça me donne exactement, on calcule ensemble, d'accord? Le cosinus de pi sur 7, c'est A divisé par 2B, multiplié par le cosinus de 2pi sur 7, c'est B divisé par 2. Et le cosinus de 3pi sur 7, c'est 1 sur 2A. Donc, si on essaie de simplifier les choses, d'accord, on va constater que le A qui est ici se simplifie facilement. Le B qui est ici se simplifie facilement. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement 1 divisé par 2 fois 2 fois 2, ce qui nous donne 1/8. Vous voyez? Donc, on vient ensemble de calculer le U7, qui n'est rien d'autre que 1 divisé par 8, en réalité, qui n'est rien d'autre que 1 sur 7 plus 1. Donc, on va remarquer que le 7 que nous voyons ici se répète là. Par conséquent, 7 est une solution. On vient d'avoir une solution. 7 est une solution. D'accord? On continue. On peut aller à n égale à 8 pour voir ce qui se passe. D'accord? N égale à 8, je vais essayer de calculer U8. U8 par définition, c'est quoi? C'est le cosinus de pi divisé par 8 fois cosinus de 2pi divisé par 8 fois le cosinus de 3pi divisé par 8. Mais on constate ici que les choses sont quand même intéressantes parce qu'on peut facilement calculer tout ce que nous voyons là. En réalité, j'obtiens ici cosinus de pi sur 8. Ici, cosinus de pi sur 4 parce que 2, ça va se simplifier. Et puis ici, nous obtenons cosinus de 3pi sur 8. D'accord? On va essayer de voir comment est-ce que nous pouvons calculer ce que nous voyons là. Ce que nous voyons là, ça ne va pas être assez difficile. D'accord? Si on se concentre au maximum, on va voir qu'en réalité, celui-là, on le connaît très bien. C'est racine de 2 sur 2. Donc, ça fait racine de 2 sur 2. Multiplié par le cosinus de pi sur 8. Multiplié par cosinus de 3pi sur 8. Mais 3pi sur 8, c'est quoi? Je peux essayer de faire des choses. Parce que ça peut... On peut simplement dire que ça fait 4pi moins pi, le tout sur 8. Parce que là, j'ai juste modifié ceci. Le 3pi, je le remplace par 4pi moins pi. D'accord? Et donc, on obtient en réalité que le cosinus, ce que je veux dire concrètement, c'est que le cosinus de 3pi sur 8, en réalité, c'est le cosinus de 4pi moins pi, le tout sur 8. Et donc, ceci nous permet de dire que ça fait cosinus de pi demi moins pi sur 8. Donc, et ça, comme vous connaissez très bien, on peut utiliser la formule d'addition très rapidement, ce qui nous donne cos cos plus sin sin, d'accord? Et donc, cos cos, ça fait 0, d'accord? Et donc là, ça nous donne plus, d'accord, sin de pi sur 8.
Vous voyez, c'est trivial. Et donc, on va constater que U8 qu'on est en train de défendre, c'est ce qu'on est en train de calculer, ça donne racine de 2 sur 2, multiplié par le cosinus de pi sur 8, multiplié par le sinus de pi sur 8 également. Mais, n'oubliez pas, nous avons de belles formules. Nous savons que le sinus de 2A, c'est 2 sinus de A, cosinus de A. D'accord? Par conséquent, vous voyez clairement que sinus de A, cosinus de A, ça fait la moitié. D'accord? Et donc, U8, ça fait racine de 2 sur 2, multiplié par la moitié de sinus de 2 fois pi sur 8. Et donc là, ça nous donne racine de 2 sur 2 fois 1 demi fois le sinus de pi sur 4. Bravo. Et donc là, on obtient racine de 2 sur 2 fois 1 demi fois racine de 2 sur 2. D'accord? C'est vrai, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen pour faire vos calculs. D'accord? Et donc ici, on obtient tout simplement 2 sur 8 qui nous donne 1 divisé par 4. Mais 1 sur 4, parce que là, on va réécrire les choses correctement, on constate que 1U8, c'est égal à 1 sur 4. Mais 1 sur 4, c'est quoi? C'est 1 sur 3 plus 1. Donc, on voit que le 8 qui est ici ne se positionne pas là. Par conséquent, il n'est pas du tout solution. Donc, 8 n'est pas une solution. D'accord? Mais on ne va pas continuer à répéter n'est pas solution. À calculer U9, U10, d'accord? Si vous voulez U11, ainsi de suite. On ne va pas finir, d'accord? Mais on va chercher un moyen maintenant pour faire quelque chose. Donc, regardons ce qui se passe lorsque n est supérieur ou égal à 9. On se concentre au maximum. Si n est supérieur ou égal à 9, on peut faire quand même de très belles choses parce que regardons ce qui se passe avec un. C'est quoi un? Un, c'est le cosinus de pi sur n, cosinus de 2pi sur n et puis cosinus de 3pi sur n. Regardons le sens de variation de un, c'est-à-dire comment est-ce que le u, la suite u, évolue, c'est-à-dire est-ce que c'est croissante, décroissante, et ainsi de suite. Donc, un plus 1, c'est quoi un plus 1? Ça fait le cosinus de pi divisé par n plus 1, le cosinus de 2pi divisé par n plus 1 et le cosinus de 3pi divisé par n plus 1. D'accord? On se concentre au maximum. Nous allons simplement faire les choses à partir de celui-là. D'accord? Tout le monde est d'accord que quand vous prenez 1 sur n plus 1, c'est plus petit que 1 sur n quand même. D'accord? Et donc, quand je multiplie par pi, j'obtiens que pi sur n plus 1, d'accord, est, disons, plus petit que pi sur, d'accord, n. Mais vous connaissez la fonction cosinus lorsque nous sommes dans l'intervalle 0, pi demi. Voilà pourquoi nous avons regardé d'abord quand est-ce que... Or, nous savons que si le n est déjà plus grand que 7, d'accord, on sait que tout ce qui est à l'intérieur ici, tout ce que nous allons avoir à l'intérieur ici, sont des quantités qui sont entre 0 et pi demi. Mais la fonction cosinus, sa dérivée, c'est moins sinus. Et donc décroissante sur l'intervalle 0, pi demi. Comme elle est décroissante, on va simplement dire que le cosinus de pi sur n plus 1, en réalité, d'accord, décroissante, ça veut dire qu'on va faire ça. On peut même prendre strictement décroissante, pas de souci pour ça. D'accord? Et donc, nous avons ceci qui est plus grand que le cosinus, d'accord, de pi sur n. On peut faire la même chose pour le cosinus de 2pi sur n. On constate qu'il est également plus grand que le cosinus de 2pi divisé par n. Et enfin, nous avons le cosinus de 3pi sur n plus 1 qui est également plus grand que le cosinus de 3pi sur n tout simplement. Mais la fonction cosinus, elle est positive sur l'intervalle 0, pi demi. C'est ce qui va nous garantir la multiplication membre à membre. Vous voyez? Et donc, on obtient que le cosinus de pi sur n plus 1 fois le cosinus de 2pi sur n plus 1 fois le cosinus de 3pi sur n plus 1 va être tout simplement plus grand que tout ce produit que vous voyez là. Je peux faire le produit, mais si vous permettez, je vais mettre juste un. Donc, en d'autres termes, j'ai montré que un plus 1, en fait, est plus grand que un. Donc, quand c'est comme ça, tout le monde est convaincu que la suite est croissante strictement. Donc, notre suite un, d'accord, est croissante. On peut mettre strictement, c'est pas grave, d'accord? Mais comme elle est croissante, ça veut dire que si n est supérieur ou égal à 9, parce que j'étais dans ce cas-là, j'étais en train de travailler ce cas-là, si n est supérieur ou égal à 9, on est convaincu que un
est forcément supérieur ou égal à U9. Ça, on est d'accord. D'accord? Mais c'est quoi U9? U9, en réalité, ce n'est rien d'autre que le cosinus de pi sur 9, cosinus de 2pi sur 9 et le cosinus de 3pi sur 9. On se concentre, c'est très important la concentration, d'accord? Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons que pi sur 9 est naturellement plus petit que 2pi sur 9 et naturellement plus petit, d'accord, que 3pi sur 9. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais comme on l'a dit, d'accord, la fonction cosinus étant décroissante, strict même, d'accord, on peut se permettre de dire que le cosinus de pi sur 9, d'accord, est plus grand que le cosinus de 3pi sur 9. Parce que c'est le seul que je sais calculer dans les trois là, facilement. D'accord? Et donc, j'ai fait la même chose que le cosinus de 2pi sur 9, qui est également plus grand que le cosinus de 3pi sur 9. Conséquence, si je fais le produit de ces trois-là, je trouve que ce machin est nécessairement plus grand que le cosinus à la 3 de 3pi sur 9. Parce que chacun, celui-là, est plus grand que ça, celui-là également est plus grand que ça, et celui-là, on peut juste le multiplier membre à membre. Si vous voulez même, je peux utiliser ceci. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord? Donc, on vient de constater que U9, en réalité, est supérieur ou égal, d'accord, à cosinus exposant 3 de 3pi sur 9. Mais c'est quoi cosinus? Mais ceci, on peut le simplifier. Par 3, on obtient pi sur 3. D'accord? Donc, ça fait cosinus exposant 3 de pi sur 3. Donc, U9, en réalité, n'est rien d'autre que supérieur ou égal à 1 sur 2, parce que cosinus de pi sur 3, tout le monde le connaît, c'est 1,5 à la puissance 3, ce qui donne 1 divisé par 8. In fine, qu'est-ce qu'on vient de faire en réalité? On vient de démontrer que UN pour tout n est supérieur ou égal à U9, et cette fois-ci est supérieur ou égal à 1 divisé par 8. Donc, je conclus que UN, en réalité, est supérieur ou égal à 1 sur 8. Mais faites attention, d'accord? Nous savons que 8 est plus petit que n plus 1, d'accord? Parce que nous savons que le n déjà dépasse 9. Puisque le n dépasse déjà 9, d'accord, ça veut dire que 8 est plus petit que ça. Donc, 1 divisé par n plus 1, d'accord? Ou bien, si vous voulez, je vais bien écrire les choses pour qu'on ne se perde pas. Ça veut dire que 1 sur 8, tout simplement, est plus grand strict que 1 sur n plus 1, quel que soit le n supérieur ou égal à 9. Conséquence, nous venons de montrer que UN, qui est inférieur ou égal à 1 sur 8, est strictement inférieur à 1 sur n plus 1. D'accord? Ce qui entraîne que UN est plus grand que 1 sur n plus 1. Mais si ça c'est vrai, c'est quand même magnifique. En particulier, ça veut dire que quel que soit n supérieur ou égal à 9, le UN n'est jamais égal à 1 sur n plus 1. Vous voyez, c'est quand même un truc très, très important que nous venons de faire. Parce qu'on n'a plus... C'est-à-dire qu'on sait que de 7 jusqu'à l'infini, il y a une seule solution pour le moment. Et c'est la solution 7. Tout le monde est d'accord. Parce qu'on vient de démontrer qu'à partir de 9, ceci n'est jamais égal à 1 sur n plus 1. Donc, n ne peut pas être solution dans ces conditions-là. Donc, ce qui nous reste à faire, on sait que pour le moment, tout de suite, c'est seulement 7 que nous avons comme solution. Donc, mais on a déjà testé 7, on a déjà testé 8. Donc, ce qui reste à tester, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, on va juste calculer le U1, le U2, le U3 jusqu'à U6 pour voir, d'accord, est-ce qu'on va trouver d'autres solutions. Et puis, c'est tout. Mais c'est quoi U1? N'oubliez pas le UN. Je rappelle UN. UN, c'est juste le cosinus de pi sur n, cosinus de 2pi sur n, cosinus de 3pi sur n. Mais c'est quoi le U1? U1, c'est exactement cosinus de pi, cosinus de 2pi, cosinus de 3pi. D'accord? Et donc, ça fait moins 1 fois 1 fois moins 1. D'accord? Et donc, ici, on obtient tout simplement plus 1. Mais 1, c'est exactement 1 sur 0 plus 1. On remarque que nous n'avons pas. D'accord? La condition que nous cherchons, parce que nous voulons 1 sur n plus 1. Le n qui est ici doit être répété, doit se répéter là. OK, donc 1 n'est pas solution. D'accord? On passe à U2. U2, c'est quoi? C'est le cosinus, d'accord, de pi sur 2, cosinus de 2pi sur 2, cosinus de 3pi sur 2. D'accord? Mais celui-là est déjà bien pour nous parce que ça donne 0. Le tout donne 0. D'accord? Nous n'avons pas la forme 1 sur n plus 1. Donc,
2 n'est pas solution. On passe à 3. On se concentre au maximum. C'est quoi U3? U3, c'est exactement cosinus de pi divisé par 3 par définition, cosinus de 2pi sur 3 et puis cosinus de 3pi sur 3. D'accord? Et donc ceci, cosinus de pi sur 3, on sait que c'est 1,5. Pas de souci pour ça. Cosinus de 2pi sur 3, en réalité, c'est quoi? C'est pi moins, d'accord, pi sur 3. D'accord? Et donc, multiplier maintenant par cosinus de pi, tout simplement. D'accord? Si on calcule très bien, on constate que ceci, ça fait 1,5, facteur de... Ceci, on sait que ça fait moins cosinus de pi sur 3. D'accord? Multiplié par moins 1. Et donc, cosinus de pi sur 3, on sait que c'est 1,5. Ce moins avec ce moins-là, ça fait plus. Et donc, ça nous donne 1,5 multiplié par 1,5. Ce qui nous donne 1 quart. Mais 1 quart, c'est 1 sur 3 plus 1. D'accord? Et donc, on vient de constater que U3, en réalité, c'est 1 sur 3 plus 1. Donc, 3 est également une solution. 3 est solution. D'accord? Il reste seulement 2 ou 3 valeurs qu'on va calculer. Le U4. Le U4, en réalité, ça fait cosinus, d'accord, de pi sur 4, cosinus de 2pi sur 4, et puis cosinus de 3pi sur 4. D'accord? Mais ceci, c'est pi demi exactement, ce qui nous donne 0. D'accord? Ça me permet de vous montrer en même temps le U6 à cause de ceci. D'accord? Ça fait cosinus, d'accord, de pi sur 6, cosinus de 2pi sur 6, et puis cosinus de 3pi, d'accord, sur 6. Or, ceci, c'est exactement pi demi que vous voyez là. D'accord? Et donc, ceci aussi donne 0. Donc, pas de solution. Pas de solution, ce n'est pas solution. OK. Le dernier, ça va être le U5, qu'on n'a pas encore calculé. Donc, ça va être cosinus de pi sur 5. D'accord? Cosinus de 2pi sur 5. Et puis, cosinus de 3pi sur 5, tout simplement. D'accord? On va essayer de calculer. C'est quoi cosinus de 3pi sur 5? Cosinus de 3pi sur 5, c'est quoi exactement? Si nous regardons le cosinus de 3pi sur 5, on peut voir que c'est exactement le cosinus de 5pi moins 2pi, le tout divisé par 5. D'accord? On se concentre au maximum, ce qui donne cosinus de pi moins 2pi sur 5. Et donc, ça nous donne moins cosinus de 2pi sur 5, tout simplement. D'accord? Par conséquent, si on calcule U5, on constate que le U5, c'est exactement cosinus de pi sur 5, cosinus de 2pi sur 5, fois moins cosinus de 2pi sur 5. In fine, on constate que ça fait moins cosinus carré de pi de 2pi sur 5 fois cosinus de pi sur 5 tout simplement. Celui-là, il est bien négatif, mais puisque pi sur 5 est entre 0 et pi demi, il est positif. Par conséquent, tout ce que vous voyez là est inférieur à 0. Or, notre objectif, avant qu'il ne soit solution, il faut qu'il soit sous la forme, cette forme-là. C'est-à-dire il faut qu'il soit au moins positif. Mais il n'est pas positif, il est négatif. Par conséquent, il est bien différent de ça. D'accord? Donc, 5 n'est pas solution. Si on résume tout, on constate que l'ensemble solution de notre équation de départ, c'est seulement 3 et puis 7. D'accord? Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous allons essayer de vous répondre. D'accord? Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo. Ça permet à YouTube de suggérer la vidéo à d'autres personnes.